Une présidentielle est toujours le miroir de l'âme d'un pays et de ses mutations. Quels sont au juste ces changements auxquels on assiste en France? À 12 jours de la finale entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on en parle avec Martial Foucault. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes professeur des universités, directeur du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Alors pour bien poser les choses, quelle analyse globale faites-vous des résultats du premier tour de cette présidentielle ? Le plus important, c'est de revenir un peu sur le moment historique, c'est-à-dire ce moment qui, dans 20 ans, lorsqu'on ouvrira un livre d'histoire, on se souviendra du 23 avril 2017. C'est la disparition, dès le premier tour, des deux principaux partis qui ont animé toute la vie de la Ve République jusqu'à aujourd'hui. Le candidat du Parti Socialiste et le candidat des Républicains. Donc ça, c'est un événement marquant. Je pense qu'on sous-estime l'ampleur de ce moment politique. Et puis, le deuxième fait important que je retiendrai, c'est aujourd'hui ces deux France qui s'opposent à travers finalement les candidatures d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, deux France qui sont totalement antagonistes, qui à la fois une France, moi j'ai coutume de dire une France optimiste contre une France pessimiste, une France des gagnants de la mondialisation, une France des perdants de la mondialisation, et puis on découvre depuis maintenant 48 heures, quand on regarde attentivement la structure du vote, la sociologie du vote, qu'il y a des clivages que l'on n'avait probablement pas saisis jusqu'alors. On a un vote Marine Le Pen très très fort dans les zones rurales, et pas seulement les zones périphériques. Un vote Emmanuel Macron très très fort dans les métropoles. On découvre aussi que les jeunes ont voté différemment. Emmanuel Macron a très très peu du vote des 18-24 ans, ou des primo-votants, ceux qui ont voté pour la première fois de leur vie à une élection présidentielle. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, l'autre fait marquant, ont concentré le vote des jeunes. Donc on a une profonde transformation à la fois de la vie politique française, structurée par les partis politiques, dont on peut annoncer d'une certaine manière une fin de règne, le parti politique classique contemporain qui servait qu'à désigner des candidats aux élections. L'une de vos études aussi, pour aller dans le sens de ce que vous dites, nous apprend que près d'un Français sur deux a choisi le camp de la colère. Oui, absolument. Si on regarde attentivement qu'est-ce qui a marqué chacun des programmes des candidats, on voit que si on fait la somme des voix aujourd'hui autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, on observe que presque un électeur sur deux ne s'est pas retrouvé dans les partis traditionnels, et surtout les partis de candidats qui aujourd'hui nous disent il y a un désenchantement très très fort en France vis-à-vis de la politique, de la défiance, mais je dirais que ça va au-delà du désenchantement, parce qu'on a quand même une participation très élevée. Donc si on est désenchanté, on pourrait se réfugier dans l'abstention, dans le vote blanc. Non, on a eu presque 80% de participation. Donc des gens ont considéré qu'il était important d'aller exprimer une colère. Justement, en disant colère, est-ce que vous ne dépolitisez pas ce vote-là? Pourquoi est-ce que, par exemple, les 19% de Mélenchon ne seraient pas le renouveau, une sorte de communisme, même s'il se défend d'être communiste, du jamais vu depuis Duclos, par exemple, en 1969? Il faut bien voir que derrière le terme de colère... Un vote de classe, en clair. Alors, le vote de classe existe toujours, mais il est totalement éclaté. Pourquoi il est éclaté? Parce que, habituellement, les classes populaires ont voté à gauche, et puis les classes privilégiées, les classes des héritiers, votaient à droite. Là, on voit qu'on a un candidat, Emmanuel Macron, qui déjà modifie totalement le clivage gauche-droite, et on observe par ailleurs que les classes populaires, après l'abstention, pour les ouvriers et les employés, ont choisi comme premier parti le Front National. Après l'abstention. Le premier, il faut insister là-dessus parce qu'il y a parfois des polémiques. Le premier parti des ouvriers et des employés, c'est l'abstention. Et ensuite, le Front National. Et cette colère, elle se manifeste principalement par, non pas renverser la table, comme on a pu l'entendre. Non, c'est une colère en disant les alternances gauche-droite qui se sont succédées depuis maintenant 50 ans, elles ne permettent plus de réinventer, de se projeter dans le futur. Et donc la colère des électeurs autour des candidatures extrêmes doit être, à mon avis, prise en compte dès maintenant. Et ne pas attendre, finalement, si Emmanuel Macron devait être élu président de la République dans 10 jours, s'il échouait après 5 années de gouvernement, l'alternative pour le peuple français,
quelle serait-elle? Est-ce que de nouveau les extrêmes seraient aux portes du pouvoir? Et c'est en ce sens qu'il y a un enjeu fondamental pour le second tour dans 10 jours. Et on va en parler, mais peut-être d'abord quelque chose de plus précis, plus ciblé. Vous le savez, TV5 Monde est beaucoup regardé par les expatriés français, les Français de l'étranger, qui ont participé bien entendu à cette présidentielle. On a donné les résultats hier soir sur TV5 Monde, résultats globaux et non pas pays par pays. Emmanuel Macron, 40% des voix. Marine Le Pen, score plutôt faible, moins de 10%. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas chez les expatriés le vote que l'on retrouve sur le territoire national, hexagone et outre-mer? Parce que tout d'abord, le profil sociologique des expatriés est totalement différent du reste de la population française. C'est un profil des personnes qui décident, soit pour des raisons professionnelles, principalement, de s'expatrier, d'exercer sur des périodes plus ou moins longues une vie économique. Et puis, une deuxième catégorie sont beaucoup d'étudiants. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, ne sont pas toujours inscrits sur les listes consulaires. Et quand vous l'indiquez, 40% de ces expatriés votent Emmanuel Macron, on voit bien que ce sont des personnes qui sont à la fois totalement baignées dans ce monde interdépendant, ce monde culturel, une grande diversité à la fois sociale mais aussi économique. Et d'une certaine manière, je reviens sur mon argument en disant la France des perdants ou des gagnants de la mondialisation. Ces personnes sont totalement baignées dans ce qu'est la mondialisation. Et l'électorat de Marine Le Pen est précisément sur le repli. Et donc, on ne va pas trouver des expatriés qui seraient finalement en profonde contradiction avec un choix et presque un destin personnel totalement différent hors des frontières françaises. Et que l'on soit hors des frontières françaises ou sur le territoire national français, eh bien, il va falloir faire un choix. Dans 12 jours maintenant, il y a déjà plusieurs candidats qui ont appelé à voter pour tel ou tel candidat. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, disons-le, pour Emmanuel Macron. Est-ce que les électeurs suivent généralement ces consignes de vote ? Par le passé, lorsqu'on avait un clivage gauche-droite articulé autour de deux fortes organisations partisanes, les partis politiques, ça pouvait avoir du sens. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que les consignes de vote, d'une certaine manière, sont un peu infantilisantes. Attendre d'un électeur qu'il suive à la lettre une consigne d'un responsable politique, c'est au fond remettre en cause un principe fondamental qui est la souveraineté et la liberté du choix électoral. Et puis, aujourd'hui, dans ce contexte, il faut être précis sur les consignes. Il y a plusieurs nuances. On peut aller du noir au blanc. Une première consigne, c'est lorsqu'un responsable politique appelle son électorat à voter pour un candidat. D'ailleurs, ou un syndicat, aujourd'hui, la CGT appelle à ne pas voter Marine Le Pen. L'ensemble des organisations politiques et syndicales. Et il y a une deuxième nuance qui est finalement, à titre personnel, d'appeler à voter pour un candidat sans engager toute une base électorale, tout un électorat. Puis il y a une troisième nuance qui est finalement de ne rien dire. Et on l'a vu dimanche soir avec la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, je rajouterai un point qui est quand même essentiel. Est-ce que ça compte une consigne de vote? Ce que l'on observe dans un certain nombre d'études électorales, c'est que les consignes de vote aujourd'hui sont rarement respectées. Souvenons-nous ce qui s'était produit lorsque Nicolas Sarkozy était président des Républicains en appelant à voter ni pour la gauche ni pour le Front National. L'électorat de droite avait quand même fait barrage au Front National dans certaines élections partielles en France. Alors, il va falloir ensuite choisir des députés pour siéger à l'Assemblée nationale. Les législatives, ce sera les 11 et 18 juin prochains. Ça va venir très vite, après le second tour de la présidentielle. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux scrutins ? Il y a un lien sur la dynamique électorale. On peut imaginer que le candidat ou la candidate vainqueur de l'élection présidentielle pourra surfer en quelque sorte sur cette victoire. Toutefois, on a une situation inédite. Puisque aujourd'hui, plus de 95% des députés appartiennent aux formations classiques qui ont été éliminées dès le premier tour. Donc il va y avoir un renouvellement. Parti socialiste, les Républicains. Et les Républicains, et je mets l'UDI, formation centriste. Donc l'élection législative, il faut l'appréhender avec deux questions principales. La première, c'est quelle va être la capacité d'Emmanuel Macron de pouvoir installer des candidats qui pourront bénéficier de cette vague présidentielle s'il est élu président. Ça vous dit d'ailleurs qu'il va avoir beaucoup de mal. Oui, il aura beaucoup de mal parce qu'aujourd'hui, il a annoncé lui-même, Emmanuel Macron, vouloir renouveler le personnel politique, renouveler les représentants, essayer de répondre à on n'a pas une crise du régime de démocratie représentative, on a une crise des pratiques. Et parmi ces pratiques, c'est la question
de la professionnalisation de la vie politique. Donc il veut installer des têtes nouvelles. Sauf que mettre des têtes nouvelles, c'est des têtes qui ne sont pas ancrées, des personnes qui ne sont pas ancrées dans les circonscriptions. Absolument. Donc c'est la grande difficulté. Ces personnes, il n'y a pas 577 Emmanuel Macron en campagne aux élections législatives. Donc il va bien falloir trouver des ressorts, des talents dans chacune des circonscriptions pour pouvoir essayer de disposer d'une majorité absolue. Parce que l'enjeu, il est le suivant. Si Emmanuel Macron est président et qu'il ne dispose pas d'une majorité absolue, ça va être l'enfer gouvernemental. Alors, nos téléspectateurs peuvent aller aussi sur les réseaux sociaux du Cevipof, où vous nous apprenez notamment que vous ne croyez pas, en tout cas, à une vague, qu'elle soit du mouvement En Marche Emmanuel Macron, du Front National, voire des Républicains. Le Parti Socialiste, on le sait, est en grande difficulté, puisqu'il perd toutes les élections depuis la victoire de François Hollande. Marine Le Pen, elle aura les mêmes difficultés à former une majorité parlementaire qu'Emmanuel Macron? Oui, la difficulté sera même décuplée, parce qu'aujourd'hui, l'assise électorale de Marine Le Pen est j'allais dire, circonscrite à 3 régions. On a le nord de la France, le sud-est de la France, et puis une partie du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, il y a un maillage territorial qui s'est mis en place à la suite des élections locales. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen va être confrontée à des candidats qui auront, j'allais dire, comme principe commun, d'empêcher toute victoire de candidats Front National. Donc la difficulté est immense pour imaginer une majorité absolue pour le Front National. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Martial Foucault, directeur en tout cas du Cevipof, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci à vous. Merci à vous.